Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Oh, peut-être que vous pensiez qu'on n'allait pas présenter un vidcast au mois de janvier, mais non, on est là à la fin, mais on est là. Fait que toujours accompagné de mon ami David, professeur Board Game. Salut David, comment vas-tu? Salut Martin, ça va bien et toi? Ça va super bien, mois de janvier déjà de terminer avec nous, on pourrait dire, assez de neige, je pense. Hein? Pas si pire. C'est assez intense cette année quand même. Puis du froid. Hein? Oui, c'est des changements climatiques, hein? C'est comme ça que ça marche. Mais ça nous permet de manquer d'école, puis parce qu'il y a des intempéries, puis après ça, on joue à des jeux de société à la place. Ouais, dans une tempête de verglas, c'est parfait ça. Oui, tempête de verglas, effectivement. J'ai jamais eu aussi une fête aussi froide. Je pense qu'il faisait comme moins 35 à ma fête. Oui. C'était assez intense. Bonne fête en passant. Merci. On entend tout le monde ici à travers le monde qui te chante bonne fête présentement. Oui, voilà. Et c'est terminé. Voilà. Fait que oui, ben écoute, c'est glacial et aujourd'hui, on vous a préparé une émission remplie. Il y a beaucoup de jeux qu'on va vous parler. Je pense qu'on va battre notre record de la quantité de jeux parce qu'on va vous faire aujourd'hui 2 top 3. Pas un. Pas un, deux top 3. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, le mois de janvier, je pense que c'est rendu... c'est quasiment cliché. Il faudrait peut-être changer ça à un moment donné, mais on va vous faire une petite rétrospective de l'année 2018 avec nos déceptions de 2018, qui n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement les pires jeux, mais juste on avait peut-être mis les attentes trop hautes, puis malheureusement on a été déçus. Puis notre top 3 des surprises. Donc peut-être pas nécessairement aussi nos meilleurs jeux, mais des jeux qui nous ont beaucoup surpris parce qu'on s'attendait pas à ça. On avait peut-être mis justement les attentes bien bas, puis finalement ça a dépassé nos attentes. Fait que ça nous a... On a dit 30 minutes? 30 minutes. 30 c'est minutes. Parti. C'est parti. Fait qu'on va y aller tout de suite, hein, parce que, bon, regarde, tant qu'à parler de plein de jeux, on va commencer tout de suite en parlant des jeux qu'on a joués dernièrement. Puis, David, à quoi as-tu joué dernièrement? Dernièrement, j'ai essayé une des nouvelles versions de Pandémie. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de spin-off de Pandémie. Il y a eu beaucoup de spin-off, effectivement, de Pandémie. Puis il y en a un qui a sorti récemment, qui est La Chute de Rome. Donc, un spin-off fait avec Matt Leacock, évidemment, l'auteur de Pandémie, avec Paolo Mori, qui avait fait Libertalia, d'ailleurs, qui a fait Ethnos. Donc, on va lutter contre des tribus de barbares. Dans le fond, les cubes représentent 5 tribus de barbares. Et les tribus essaient d'aller à Rome, évidemment, de détruire la ville de Rome. Et on va avoir nos pions, on va être comme un peu les commandants de l'armée romaine. Et on va avoir avec nous des légionnaires qu'on va pouvoir déplacer ou promener pour aller combattre les barbares. Donc, on va avoir des dés dans ce jeu de Pandémie-là. Fait que quand on se bat, on va lancer des dés pour savoir combien de barbares on va tuer. Puis savoir combien de légionnaires vont mourir au combat. Fait que oui, il y a un facteur chance. C'est comme un Pandémie Ameritrash. Ah, ben écoute, pourquoi pas? Puis c'est drôle parce que dans le livret d'instruction, tu as une page au complet qui explique telle mécanique dans le jeu, ça fait référence à tel fait historique, telle chose. Fait que ils sont vraiment allés à fond dans la thématique et ça fonctionne vraiment bien. Vraiment plaisant, c'est une belle twist. Dans le fond, les barbares vont avoir des lignes de marche. Donc, ils vont toujours suivre ces lignes de marche-là. Fait que si je pioche une ville où les barbares pourraient apparaître puis qu'il n'y a pas de barbares sur cette ville-là ou sur la ville adjacente, on va remonter la ligne de marche pour placer les barbares le plus proche possible dans la ligne de marche, dans le fond. Fait qu'on peut un peu prévoir par où ils vont s'en venir, les cubes, puis aller faire des forts, aller placer des légionnaires à ces endroits-là. Parce que si on rajoute un cube sur une ville puis qu'il y a des légionnaires, on va enlever un légionnaire à la place de rajouter un cube. Fait qu'on peut vraiment faire de la prévention puis de la prévision à l'intérieur du jeu. Le déplacement est un peu plus difficile parce qu'on ne peut pas évidemment prendre l'avion comme dans le Pandémie normale. On est dans l'Antiquité, il n'y a pas d'avion. Mais on a des ports, on peut se déplacer d'une ville portuaire à une autre en défonçant une carte. Et ce qui est vraiment drôle, en fait, c'est que le but, c'est de faire les alliances avec les différentes tribus barbares en ramassant un certain nombre de cartes de cette couleur-là, un peu comme le Pandémie classique. Mais le jeu est asymétrique, il n'y a pas le même nombre de cartes de chaque couleur, il n'y a pas le même nombre de cubes de chacune des couleurs. Donc, il y a des couleurs, ça va être plus difficile de faire une alliance avec eux, il y a des couleurs, ça va être plus facile, des couleurs sont plus faciles à battre parce qu'ils ont moins de cubes au total. Fait que cette petite asymétrie-là, ça fait changement aussi que d'avoir tout le monde, même nombre de cartes, puis quatre toutes des cubes de la même façon.
Puis ce qui est vraiment drôle, c'est quand tu as fait une alliance, tu peux aller enrôler ces barbares-là dans ton armée. Ah, ben oui, l'assimilation. Et voilà, donc si tu vas à un endroit qui a des barbares alliés, tu vas défausser une carte de cette couleur-là et tu vas convertir tous les barbares en légionnaires. Fait que tu vas enlever des cubes, tu vas les remplacer par des légionnaires. Fait que c'est quand même assez drôle. Ouais, quand même. Puis dans le fond, t'es pas obligé de gagner en faisant 5 alliances avec les 5 tribus. Tu pourrais faire, par exemple, 3 alliances avec des tribus et éliminer les autres du plateau et tu gagnerais la partie comme ça. Ah, ben écoute, c'est ce qu'on pourrait dire qu'ils tirent la sauce pandémie, mais que finalement, ils ont comme mis une petite twist qui fait que c'est pas vraiment pandémie, dans le fond. On va dire, il n'y a pas de maladie là-dedans, là, mais... Non, mais tu sais, le système des points d'action est pareil, le système de piocher 2 cartes, le système d'avoir les épidémies, c'est pas mal semblable. C'est juste que tout le reste autour, tu as des petites règles, des petites twists qui sont quand même intéressantes. Et puis moi aussi, on dirait à chaque fois que je vois une nouvelle version de Pandémie, je suis comme, pas encore une nouvelle version de Pandémie. Puis finalement, je suis comme, j'ai quand même le goût de l'essayer. Puis ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Fait que c'est vraiment une bonne version de Pandémie, quand même assez stratégique. On peut aussi modeler la difficulté selon le nombre de cartes révolte, comme les cartes épidémie. Puis il y a un mode difficile où tu n'as pas le droit de mettre de soldats dans la ville de Rome. Fait qu'il faut vraiment que tu la protèges autour. Parce que si Rome est pillé, tu perds automatiquement la partie. Écoute, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que c'est un... Mettons, parce qu'on pourrait quasiment faire un palmarès des top 10 des meilleurs jeux pandémie. Faire un top 10 des pandémies, quasiment une version. Mais non, je pense que c'est une solide version de Pandémie. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, il y a de l'air vraiment très intéressant, surtout différent. Puis une thématique que j'aime bien aussi, les Romains, j'aime bien ça. Moi, je dirais que dans les pandémies, là, moi, la pandémie ordinaire, il est un peu parti un peu en arrière. Là. Mais moi, c'est Pandémie Cthulhu. Celui-là, j'avais bien aimé. Il est quand même cool. Oui, il était bien le fun. Fait que celui-là, il faudrait bien que je l'essaie. En plus, il est en version française. Oui, je te ferai essayer ça. Ben oui. Tu l'as? Oui. Oh, yes, sir. On va mettre ça sur la pile. Je présente bientôt, la semaine prochaine. OK, excellent. Lundi? L'autre lundi. OK. Ah, c'est un lundi. Oh, un lundi, on va en faire tirer une copie, ça a l'air. C'est ça que je retiens, moi. C'est un lundi. Voilà. OK, oui. Ben écoute, c'est bien, ben excellent. On commence fort, là, mesdames et messieurs. On commence quand même très fort. Moi, écoute, si je suis capable de... Maintenant, on est technologiquement tellement avancé. Ben oui, moi, je vais te parler de Architect of the West Kingdom. Il faut quand même que je te le dise parce que c'est un jeu qui est tellement bizarre dans ma vie. C'est un jeu qu'on a découvert, en tout cas, moi j'ai découvert au LAL, je pense que toi aussi. On avait fait ça un certain samedi soir où on avait joué à plusieurs jeux. Puis Architect of the West Kingdom, c'est pas dans le même. C'est-tu dans le même monde que les pillards? Non, je pense pas que c'est dans le même monde. C'est le même auteur, même compagnie, mais c'est peut-être dans le même univers. Ouais, peut-être un univers plus tard. Mais c'est plus loin dans le temps, je pense. Oui, effectivement. Oui, c'est plus loin dans le temps, mais dans le fond, c'est le même auteur ainsi que le même artiste que les pillards de la mer du Nord. Il y a beaucoup de symboles aussi qui sont semblables, qui sont les mêmes. Écoute, moi, j'ai d'ailleurs joué aux pillards de la mer du Nord il y a 2 semaines. Puis ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas joué. J'avais joué avec toi. Puis je me suis acheté. Puis j'ai vraiment adoré Pillards de la mer du Nord. Mais celui-là, l'aspect solo m'a beaucoup attiré. Parce que quand on a joué au LAL, j'avais été pas déçu, mais j'avais été un petit peu laissé sur ma faim. Puis quand j'ai vu une partie solo avec le deck solo, je me suis dit ça me prend ce jeu-là. C'est le style que j'aime présentement. J'aime beaucoup les jeux de gestion de ressources puis de placement d'ouvriers. Puis la particularité de Architect of the West Kingdom, ou les architectes des royaumes de l'Ouest. De l'Ouest. De l'Ouest. C'est que finalement, t'as pas juste 3-4 travailleurs, t'en as 20. Puis le gros avantage de ce jeu-là, c'est le fait que justement, les 20 travailleurs, tu peux les utiliser pour justement grossir, améliorer une action que tu vas faire. Donc, si tu mets un travailleur dans la mine, tu vas avoir, mettons, une roche, mais si tu mets un deuxième travailleur ton tour suivant, tu vas ramasser 2 roches, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tes adversaires te prennent tes travailleurs et les mettent en prison. Ça, c'est drôle. Et après ça, qu'ils les ramènent dans la prison du royaume, où là, ils vont se faire de l'argent, puis il y a une façon d'aller chercher les travailleurs dans la prison des autres. Bref, ce jeu-là, il est super cool. J'ai joué en solo 2 fois.
Le solo, il est magnifique. J'ai joué 3 fois avec Hélène. On a déjà joué 3 parties. Hélène est tombée en amour avec le jeu aussi, là. C'est un jeu qui est très simple à comprendre. L'iconographie est quand même assez facile aussi. Puis il y a une belle interaction entre aussi les personnages, comme vous pouvez voir à l'écran. Puis également, je sais pas, je vais être capable de les trouver, là, mais... Après ça te prend des personnages pour faire des bâtiments aussi. Exactement, donc on a aussi des bâtiments, comme vous voyez. Puis là, ben, avec les petits icônes qui sont en haut à gauche, il faut que tu aies les personnages qui ont les mêmes icônes. Puis après ça, tu as besoin de ressources. Beaucoup de choses à faire. Puis c'est un jeu qui est rapide. On peut jouer facilement en 45 à 2 joueurs, là, je parle évidemment, là, mais on a joué en 45 minutes à 1 heure. Puis le solo, c'est à peu près la même chose. Et le solo, il est toujours, à date, j'ai joué 2 parties, là, mais ça a toujours fini à une différence de 2-3 points. C'est très, très cool. C'est très Est-ce que c'est un automa, le solo? Oui, c'est un deck de cartes qui fonctionne en automa. Là. Donc, il y a des actions spécifiques. Puis ce qui est le fun, c'est que plus le temps va avancer, plus il va fournir son deck avec de nouvelles cartes qui vont lui donner un petit peu plus d'avantages. Puis il est assez agressif pour aller mettre ta gang en prison aussi. Là. Fait que non, Architecte du Royaume de l'Ouest, vraiment, vraiment un magnifique jeu, belle découverte, bon jeu, placement d'ouvriers, simple. Fait que moi je vous le conseille fortement. Et en plus, artistiquement, il est beau, le matériel est correct. Bon, il n'y a pas des scènes en métal comme les pillards de... Il y en a, mais il fallait les payer. Oui, mais tu sais, on les avait dans le pillard, puis dans celui-là, ils les mettent pas. Je trouve ça un peu plate, mais c'est pas grave, le reste, c'est magnifique, les images sont belles, fait que c'est les Architectes du Royaume de l'Ouest. Et cette année, on va avoir la suite, les Paladins du Royaume de l'Ouest. Oui, encore une fois, on étire la sauce, mais écoute... C'est des trilogies qu'il fait. Oui, mais comme j'ai pu comprendre, la première trilogie, c'est pas tous les jeux qui étaient aussi bons. C'est ce que j'ai compris. C'est ce qu'on m'a dit de ne pas nécessairement... que le Pillard de la mer de l'Ouest, c'est comme un des meilleurs. Là, il met la barre haute pour la deuxième trilogie avec Architecte en partant. Ça, définitivement. Oui, c'est ça peut-être le problème aussi. Là. C'est que, en même temps, c'est tant mieux pour lui. Là. Mais c'est sûr que là, on s'attend à quelque chose d'incroyable. Fait que on va espérer qu'il puisse livrer. Ça va sûrement être un Kickstarter bientôt, ça, je pense. Ouais. Fait qu'on on va vous tenir au courant. À suivre. Deuxième jeu, David? Un jeu que j'ai joué avec toi, Martin. Un jeu que ça fait vraiment longtemps que je voulais essayer. Puis quand je suis allé chez toi, tu m'as demandé à quoi je voulais jouer. Puis j'ai pris l'occasion de vouloir l'essayer. Donc c'est un jeu de Red Raven Games. Oui. Qui s'appelle Islebound. Oh. Un jeu où on va jouer une espèce de capitaine de navire, un pirate si on veut. Hein. Ouais. Je sais pas si on joue un pirate, on joue quelqu'un qui s'occupe de sa communauté. Disons ça comme ça. Fait qu'on va avoir un bateau. On va se promener sur une carte. On va visiter des différentes îles où il y a des villes. Puis quand on va visiter une ville, on doit payer le coût de la ville pour pouvoir effectuer l'action de cet endroit-là. Ça peut être pour gagner différentes ressources, ça peut être pour faire des échanges entre différentes ressources. Donc, il y a des transformations de ressources qui sont là-dedans. On peut engager des mercenaires dans notre équipage. On peut aller engager des sea monsters pour se combattre avec nous autres. C'est très réaliste. Puis, on va essayer d'aller combattre les îles pour prendre le contrôle des îles, en fait, soit par la force avec notre équipage ou par la diplomatie en utilisant notre influence qu'on a réussi à gagner sur une piste. Et quand on contrôle une ville, là, si on va à cette ville-là, nous, ça ne nous coûte plus rien faire l'action parce qu'elle nous appartient. Mais les autres joueurs, s'ils vont visiter des villes qui nous appartiennent, là, ils doivent payer le coût d'entrée de la ville, mais ils vont le payer à nous au lieu de le payer à la banque. Oui. Fait que là, tu as un petit aspect un peu contrôle de territoire. Là, tu vas essayer d'aller contrôler des villes qui ont des actions qui sont vraiment intéressantes parce que tu sais que les autres joueurs vont y aller souvent puis vont devoir te payer les coûts d'entrée. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est encore un jeu de Ryan Lockett, donc évidemment, le côté artistique, c'est encore une fois magnifique. J'aime vraiment son style. Je trouve les univers dans lesquels il nous lance, c'est juste le côté visuel, ça nous donne le goût d'embarquer dans cet univers-là. Puis c'est pas différent avec Islebound. Même que les personnages sont recto-verso, on peut les utiliser dans Above and Below, comme la plupart de ces autres jeux. Oui. Fait qu'encore une fois, très bien réussi. J'ai aimé ça. C'est un jeu relativement simple, encore une fois. Lui aussi, il fonctionne beaucoup avec une iconographie sur ses cartes, sur ses personnages, sur les icônes. Fait que c'est pas très long qu'on les apprend. Puis quand on a joué à plusieurs de ces jeux aussi, on se retrouve quand même assez facilement.
On a joué une partie à 2 joueurs, mais je pense que c'est un jeu qui gagnerait peut-être à jouer à 3 ou 4 joueurs pour un peu plus d'interaction. Qu'est-ce que Oui, t'en penses? oui. Ben, définitivement. Moi, j'ai joué à 3 joueurs, puis c'est sûr qu'on a plus l'occasion de se rentrer dedans, puis de se nuire, parce que pas tant de grosses interactions de joueurs, mais il y a quand même, ben, à part le fait que justement, quand on veut utiliser certaines actions qui appartiennent à d'autres joueurs, ben là, il faut payer de l'argent à celui-ci. Mais c'est Tu peux un aller jeu. voler sa ville si tu veux Oui, c'est aussi. ça. Puis il y a une technique de diplomatie puis de guerre qui est quand même cool avec un petit peu de chance avec les dés que David lançait comme un master, d'ailleurs, comme d'habitude. Puis, ben, ouais, c'est un jeu qui est plus fun à 3 à 4 je pense, mais il joue quand même bien à 2. Tu sais, c'est un divertissement qui se passe bien à 2 aussi, là. Mais c'est sûr que c'est un jeu qui doit être plus fun à plusieurs. J'ai bien aimé mon expérience. Ben, moi, je l'aime bien. C'est sûr que c'est pas mon préféré de la gang de Ryan Lockett. C'est pas near Euh, and far. non, c'est pas Near and Far, puis c'est pas non plus, tu sais, comme moi j'aime beaucoup celui qui a fait d'espace, Empire of the Void 2, qui est vraiment extraordinaire. Mais il est encore dans ma collection, Islebound, puis il va y rester parce que, justement, comme tu as dit, c'est un jeu simple. Fait que tu installes ça, c'est un beau petit plateau, c'est sympathique comme jeu, c'est cool, puis on a bien du plaisir à jouer à Islebound. Bon, ben, Ton deuxième jeu, Martin? deuxième jeu, écoute, moi, j'ai découvert un jeu quand même intéressant. Je te dirais, je l'ai acheté après le Noël. Puis je le regardais, puis j'étais pas bien sûr si j'allais aimer ça. Puis finalement, j'ai lu les instructions, puis je me suis installé. Puis je me suis beaucoup amusé avec Dice Hospital. Petit jeu de dés quand même assez simple où on incarne, on va sûrement me présenter c'est qui, on incarne dans le fond des médecins dans L'administrateur d'un hôpital. des administrateurs d'un hôpital qui doivent engager des spécialistes ou construire des pièces pour rendre l'hôpital un petit peu plus efficace. Puis le jeu est représenté. Les patients, dans le fond, ce sont des dés. Et les dés, la valeur des dés va indiquer, dans le fond, le niveau de santé de la personne, du patient en question. Lorsqu'on est capable de le rendre à 7, bien, il sort, ben 7 n'existe pas sur un dé, donc il sort de l'hôpital en bonne santé. Et s'il tombe malheureusement à 0, bien, il va mourir et malheureusement, on ne pourra plus... il va nous faire perdre des points à la fin de la partie. Puis c'est un magnifique puzzle incroyable. J'ai d'ailleurs joué avec Stéphane jeudi passé. On a fait une session de jeu qu'on va vous présenter sur la chaîne très bientôt. Puis Stéphane n'avait pas joué, avait jamais joué, puis écoute, ça a pris même pas 5 minutes, puis il avait compris le fonctionnement. C'est un gros puzzle parce que faut vraiment que tu sois capable d'optimiser tous tes personnages qui, dans le fond, ont des couleurs, sauf pour les infirmiers, infirmières sont blancs, mais les autres ils peuvent avoir des couleurs qui sont associées avec des cartes que je serais sûrement capable de présenter si j'étais capable de faire deux choses en même temps, mais tu sais, je suis pas nécessairement capable de faire deux choses en même temps. Mais ça a vraiment un petit feeling de construction d'engin. Là. Tu fais des combos quand tu as tel spécialiste avec telle salle. Puis là, ils vont faire un combo ensemble. Tu vas pouvoir soigner 2 ou 3 dés d'un coup en faisant un combo. Puis c'est vraiment un jeu de timing parce que plus tu fais sortir de dés dans le même tour, plus tu vas marquer de points de victoire. Fait que tu peux être 2-3 tours sans faire sortir aucun dé, mais tu te prépares. Puis là, tu fais un tour où tu en fais sortir 8-9, puis là, tu fais vraiment un gros combo de points. J'ai jamais Tu essaies de réussi faire ça peut-être 2-3 fois dans la partie, puis... Tu as réussi à sortir 9 dés dans une... Ok, ouais, bon, on n'a pas été super bons, je pense, nous autres. Ouais, je pense que c'est 6 que j'ai 11 été capable. on était comme, mais non. Oh, tabarnouche, 11, on le voit ici, 11, c'est 30 points. Tabarnouche, non. Ridicule. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, qu'au début, il y a des ambulances, comme on voit là, qui arrivent avec des dés, puis les dés, il faut les placer en ordre numérique, là. Donc du plus petit au plus grand. Puis, faut que tu vides ton hôpital, parce que si tu vides pas ton hôpital, ben, écoute, malheureusement, ton patient prend la place d'un autre qui va mourir. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies d'optimiser le plus. Puis ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est vraiment le sentiment qu'on travaille pour aider des patients. Parce que quand on les aide, on descend le dé vers le bas pour dire qu'on les a traités. Et comme ça, ils vont pas perdre
de santé lorsqu'on va arriver à la fin de la ronde. Fait que il y a vraiment cet aspect-là d'essayer le plus possible d'aider le plus de personnes pour pas justement qu'ils perdent de la santé. Comme tu dis, c'est un jeu où quand on est, à un moment donné, on prépare un combo magnifique pour un tour. Là, tu te rends compte que tu as plusieurs dés qui sont à 5, à 6. Fait que là, il faut que tu aies des spécialistes, il faut que tu aies des pièces pour pouvoir justement faire le plus de combos possible. Très cool, Dice Hospital m'a beaucoup impressionné. Je pensais que ça allait être un petit jeu un peu push, mais finalement, je l'aime beaucoup. Puis je trouve qu'il y a aussi il traite le thème de l'hôpital et tout ça, c'est quand même bien traité. Il n'y a pas de. On n'a pas l'impression que c'est négatif, là, comme par exemple Billy Kerr, que là, ça c'est. Dépressif. C'est plus dépressif. Ça, c'est quand même plus. On joue un jeu, puis c'est quand même agréable de voir tous les combos. Et on aide des gens, beaucoup de personnes. Fait que voilà, c'est Dice Hospital. As-tu testé un peu le solo? J'ai essayé le solo, j'ai joué une fois au solo, puis le solo, il est correct, mais la seule affaire, c'est que je n'aime pas les solos qui te donnent aucun objectif à accumuler. Comme pas ton score. Hein. Non, puis même, je te dirais, des scores, ce qui est le fun, c'est quand ils mettent un niveau, un grade, c'est genre, t'as fait tel point, fait que t'es genre un super docteur, mais il n'y a même pas ça dans le livret d'instruction. Fait qu'il faut vraiment que tu battes ton meilleur score. Fait que le solo, il est correct, mais je la jetterai pas pour le solo. C'est pas nécessairement ce qui m'a le plus attiré. Mais voilà. Mais si vous aimez les jeux solo, ils se jouent très bien. Il y a même des petites règles différentes quand on joue en solo. Fait que c'est pas juste une arrière-pensée, ils ont quand même pensé à leur chose. Et là, on va parler maintenant d'un gros jeu. Oh, j'ai joué, Martin. Oui. Dans le temps des fêtes, j'ai continué ma campagne du jeu Détective, un jeu d'enquête moderne. Donc, j'ai la version française. Oui. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup de choses à lire. Oui. Et en anglais, ça aurait donné un pas mal de tête, je te dirais, là, même si je suis quand même bilingue. Là. Maintenant, on perd le fil, puis ça demande beaucoup trop de concentration pour rien. Fait que je regrette vraiment pas d'avoir attendu le français pour lui. Puis c'est un jeu d'enquête, donc on doit résoudre 5 enquêtes qui sont 5 scénarios. C'est une campagne qui se suit. On va avoir des éléments qui vont revenir d'un scénario à un autre, des personnages, une histoire qui suit. Une histoire qui va vraiment chercher... oui, on a des personnages qui sont inventés, tout ça, mais on a aussi des faits historiques, des personnages qui existent, des endroits qui existent pour vrai qu'on peut aller chercher sur Google. Donc, c'est vraiment un mariage entre la fiction puis la réalité. Et on a une espèce de base de données aussi avec le jeu qui représente un peu ta base de données de la police où tu vas avoir les fiches de tes suspects avec plein d'informations sur eux. Tu vas avoir aussi des vidéos que tu vas pouvoir aller regarder des fois. Tu vas avoir des interrogatoires que tu vas pouvoir aller lire. Qu'est-ce qui s'est dit dans tel interrogatoire avec telle personne. Tu as vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes à aller chercher. Fait que c'est encore une fois une belle utilisation de médias technologiques dans un jeu de société. La base de données est très bien faite. Tu peux cliquer sur plein d'affaires puis aller. Ah oui, c'est qui déjà tel personnage? Juste en 2 clics, tu es rendu sur sa fiche. Puis comme, ah oui, c'est vrai, lui, il a fait ça. Puis lui, c'est le père de lui. Puis là, OK, il est impliqué dans telle affaire en telle année. Fait que je trouve que c'est un bel aide-mémoire d'avoir toute cette base de données-là à portée de main. Fait que c'est facile de se retrouver. C'est sûr que c'est un jeu qui a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, beaucoup de personnages aussi, beaucoup de liens entre les personnages. C'est le genre de jeu qu'il faut prendre des notes. Les autres, ils suggèrent de te faire des réseaux de concepts là, avec les personnages et tout ça. Faut que tu aies un joueur qui fasse ça parce qu'à un moment donné, entre les parties, tu es comme c'est qui lui déjà, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les personnages reviennent de scénario en scénario. Fait que là, l'intrigue devient de plus en plus profonde. C'est très intéressant, c'est très bien écrit. C'est un jeu de Ignacy Trzewiczek, qui est un auteur vraiment fantastique. Et là, qui s'est lancé dans le jeu d'enquête et de détective. Et je pense qu'il l'a vraiment bien réussi. C'est vraiment le fun à jouer. Dans le fond, on va avoir des cartes qui représentent des pistes. Et on va choisir quelle piste on veut aller approfondir pour aller chercher des informations. Fait que tu as vraiment le feeling d'être l'enquêteur puis de te fier à ton instinct. OK, mais est-ce que cette piste-là, on pense que ça va donner des informations pertinentes ou c'est mieux d'aller au laboratoire, d'aller faire l'autopsie sur le cadavre ou c'est mieux d'aller parler à telle personne qu'il connaissait ou d'aller voir un témoin? Fait que tu choisis vraiment les pistes que tu vas vouloir aller approfondir. Et ce qui fait qu'il y a une difficulté dans le jeu, c'est que tu as une restriction de temps. Fait que tu peux pas juste aller poursuivre toutes les pistes puis avoir toutes les informations. Fait que tes choix sont vraiment pertinents. Puis tu sais, des fois, tu t'en veux, t'es comme... on n'est pas allé voir cette piste-là, mais
au détriment on est allé voir ça à la place, puis là, t'étais comme, quelle information qu'on n'est pas allé chercher, mais tu réussis quand même à résoudre l'énigme, ou à la fin, t'as un petit questionnaire à remplir, t'as des choix de réponses. Puis, des fois, t'as pas trouvé exactement la réponse à ça, mais tu vois les choix de réponse, puis tu fais comme, mais selon ce qu'on a trouvé ou telle affaire, ça ferait bien du sens que ça soit ce choix-là. Fait que des fois, tu peux quand même réussir à le déduire parce que tu été cherché comme information. J'aime vraiment l'expérience à date. J'ai fait les 3 premiers scénarios. L'histoire est cool. Le 3e scénario, ça s'en va dans une autre direction carrément. Capoté. Donc, c'est vraiment cool ce qu'ils réussissent à faire. Ça change vraiment les règles aussi. J'ai hâte de continuer. J'ai hâte de faire les 2 derniers pour voir la fin de cette histoire-là aussi, de voir les surprises qui vont arriver là, à la fin de l'enquête. Ouais, ben, détective. Moi, j'ai une relation haine avec détective et je suis très conscient que c'est un bon jeu. Et sauf que quand j'ai joué avec Stéphane, nous autres, on a la version anglaise, là, je l'avais acheté lors de sa sortie. Puis on s'est installé une soirée, on a travaillé sur l'enquête 3 heures de temps. On est allé chercher tous les documents, même ceux des fois qu'on pense pas qu'ils existent. Puis on a quand même... j'étais sûr qu'on avait réussi à faire quelque chose de correct. Puis rendu à la fin, quand tu te fais dire, ben... c'est pas bon, t'as pas Bravo, réussi. t'as 10 sur 40. Puis là, il te donne l'option. Tu peux soit recommencer, mais tu peux continuer aussi si tu veux. T'es pas obligé de recommencer. Mais tu sais, tu veux pas... moi, je me suis dit, voyons, on va être obligé de recommencer. Puis depuis ce temps-là, on n'a jamais eu l'intention de... Ben, on s'est toujours dit... jamais eu... Ça t'a pas donné le goût. Non, parce que, ben, écoute, c'est un bon jeu, mais c'est un investissement. Je pense qu'il faut... c'est un investissement de temps. Il faut vraiment que tu... Avec ta gang d'amis, il faut que tu veuilles, je pense... t'investir pendant 2 à 3 heures, ben je sais pas de combien de temps a pris tes parties, là, mais 2h30, 3h. Tu sais, parce qu'il faut quand même que tu lises sur Internet, puis oui, les informations sur Internet, même si sont facultatives, là, selon plusieurs, mais c'est cool quand même d'aller lire, puis de savoir qui c'est cette personne-là, puis ça peut des fois t'aider dans ta réflexion. Fait qu'il faut vraiment que tu t'investisses du temps, puis quand ça marche pas, ben t'es un peu déçu. C'est aussi le premier scénario que tu fais, la première fois que tu joues aussi, t'apprends le jeu, tu sais pas trop qu'est-ce qui va être important pour l'enquête, qu'est-ce qui le sera pas. Puis à la fin du premier scénario, tu te rends compte, OK, ouais, on aurait peut-être dû mettre l'accent sur ces choses-là, parce que tu as besoin d'avoir des preuves pour valider certaines affaires, puis les preuves, souvent, ça va être des espèces de codes que tu vas trouver. Là. Exemple, on envoie un échantillon d'ADN au labo, puis là, ils vont te donner un code que tu vas rentrer dans la base de données. Puis là, si cet ADN-là fit avec un des suspects, ben là, ça va le taguer ensemble. Ouais. Fait que là, tu as comme une preuve que ça serait lui ou qui aurait fait ça ou qui était impliqué. Puis si tu manques de preuves, ben, tu perds quand même pas mal de points à la fin. Puis c'est ça, nous autres aussi, le premier scénario, on avait comme une preuve sur 4 qu'on avait réussi à faire parce que on apprend le système aussi. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer par la suite. Puis on a eu des beaucoup meilleurs scores au 2e puis au 3e scénario. On a quasiment eu un score parfait au 3e scénario. Là. Fait que tu sais, faut vraiment le voir comme un apprentissage, le premier scénario. Puis là, je sais qu'ils sortent une 6e affaire qui va servir de tutoriel, qui aurait peut-être dû être dans le jeu avant, justement, pour jouer ce scénario-là, l'apprendre, puis ensuite attaquer la campagne qui une histoire un peu plus costaud. Écoute, moi, je pense que j'ai de la misère avec les jeux. Tu sais, comme Sherlock Holmes, là, moi, j'ai jamais trippé ces jeux de Sherlock Holmes, mais je comprends que c'est des très bons jeux. Et oui, quand j'ai joué, j'ai eu du plaisir. On avait pris des notes, David. Écoute, je pense qu'on avait 8 pages de notes. Là. On faisait des schémas, on essayait de relier le monde. Là. Fait que, tu sais, c'est une belle expérience, mais si, évidemment, là, faut le dire, c'est un jeu que vous devez vous procurer en français parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes. Il y en a beaucoup qui me disent par contre que, par exemple, si vous avez le jeu en anglais, mais maintenant il est traduit en français sur la base de données est toute en français. Ouais, c'est ça. Fait que tu as au moins une partie des informations que tu peux avoir en français. Ce qui te reste en anglais, c'est les cartes. Et les informations. Mais il y a quand même beaucoup de... écoute, Détective, c'est un bon jeu. Moi, personnellement, j'aime mieux Chronicle of Crime parce que c'est un peu plus concis comme temps d'investissement pour ce type de jeu-là. Faut se concentrer longtemps pour jouer à détective. Oui, mais c'est ça. Moi, je dirais, Chronicle of Crime, c'est pour, mettons, grand public, puis détective, c'est vraiment, là, si tu veux t'investir au maximum.
Ben, merci beaucoup, David. Ça fait plaisir. Écoute, moi, David, Quoi t'as joué dernièrement? écoute, je vais te parler de mon... écoute, c'est aujourd'hui, il faut que je te le dise. Alors, j'ai joué à Cerebria, The Inside World. J'ai terminé mon doctorat en Cerebria. Faut le dire, c'est un investissement incroyable de temps pour juste apprendre les règles. Même Imagine quelqu'un qui fait une vidéo règle là-dessus. Là. Oh ben, boy. ben imagine, mais même je te dirais que la vidéo de règles, je l'ai regardée. Ça, c'est sur ta chaîne avec LP qui fait une vidéo de règles de 55 minutes. C'est ça, je pense, à peu près 55 minutes qui a duré. C'est un jeu d'une complexité incroyable. Et en plus, il faut que tu rajoutes le solo. Et le solo, c'est un autre 1 à 2 heures d'explication parce que Il y a comme un autre livret, je pense. encore une fois, c'est notre spécialiste en jeu solo, M. David Turgzi, qui a fait le solo de Cerebria. Donc, il y a un automa qui fonctionne. Et écoute, comment t'expliquer mon expérience d'aujourd'hui? J'ai joué en solo en passant parce que c'est le jeu qui a gagné un choix de la zone que j'ai fait au début du mois de janvier. Puis c'est un jeu que les gens veulent voir, fait que je vais faire le déballage et de la présentation, fait que je dois le présenter. Tu fais le all-in, là. Oui, j'ai fait le all-in et ça devrait venir bientôt, mais là, c'est comme un examen. Je pense que là, je suis en train de faire mes cahiers d'activité, je suis en train de faire mes exercices. J'ai joué une partie, je me suis fait battre 38-8, je pense. J'ai vraiment, il y a beaucoup de concepts dans ce jeu-là. T'as-tu joué, toi? Non, je sais pas jouer. Ok. Ça va intense. Ben, ok, très rapidement, juste pour vous dire, Cerebria, ça représente, c'est un jeu où tu incarnes, dans le fond, ben, moi j'appelle ça, je suis sûr que c'est un humain, mais on va dire que c'est une bébite, une créature fantaisiste, et nous on joue dans le fond des esprits qui vont essayer de modeler la psychologie de notre personnage. Donc, un personnage qui soit bon, ben, on a des émotions bonnes et des émotions moins bonnes. Je dirais pas nécessairement mauvaises, mais moins bonnes. Puis, c'est un jeu littéralement de contrôle de territoire. C'est un jeu de contrôle de territoire. Et on a des missions à accomplir qui sont gérées par le jeu. Donc, on a des missions qu'on doit, de façon commune, d'un bord ou de l'autre, accomplir. Et on a des missions cachées que nous, on doit accomplir. Et c'est un jeu qui se joue en équipe. Et semble-t-il qu'il se joue mieux à 4 qu'à 2, malgré que c'est possible de jouer à 2. Là. Ouais, c'est 2 contre 2. C'est ça, c'est 2 contre 2 parce qu'on on peut avoir jusqu'à 4 esprits qui se promènent à l'intérieur de la psychologie du personnage. Écoute, chacun de nos personnages ont des actions qu'ils peuvent accomplir. Le plateau a des actions également dessus. Et tout ça dans le but de mettre des émotions pour contrôler des territoires dans le but de faire des points. Et l'affaire la plus extraordinaire de ce jeu-là, c'est au centre du plateau. Il y a un totem qu'on grossit au fur et à mesure de la partie. Le totem représente, dans le fond, les influences des différentes personnalités qui, au moment où il y a des périodes où on va scorer, là, puis celui qui va réussir un des objectifs, il va pouvoir mettre un petit bloc en plastique au centre. Et ça, au fur et à mesure de la partie, ça va augmenter. On va voir un petit peu visuellement qui gagne, qui mène dans la partie. C'est malade, ce jeu-là. La première heure que j'ai joué cet après-midi, j'ai fait comme, c'est fini, je joue pas à ce jeu-là. C'est trop compliqué. La deuxième heure, ça a commencé à grossir, j'ai commencé à comprendre le concept. La troisième heure, je suis vendu. Je suis vendu à ce jeu-là. C'est exceptionnel. Ils sont malades, ceux qui ont pensé à ça. C'est des malades. Je sais pas comment tu peux réfléchir à tout ça. Et puis la production est pas mal aussi. Est pas mal hot aussi. La production est incroyable et pour le prix, parce que c'est un jeu qui était 65$, je pense. Pour la quantité de stock qu'il y a dedans, il y en a qui devraient rougir dans certaines compagnies de nous offrir des jeux à 100$. Puis moi, j'ai pas la version avec les figurines. Là. Hey, ça vaut moins cher que Fireball Island. Oui, on en reparlera peut-être. Mais écoute, là, les totems en plastique sont magnifiques. Les cartes, c'est super beau. C'est très artistique. C'est thématique au maximum. C'est thématique. Ça a du sens, tout ce qu'il y a dedans. La seule affaire, c'est que l'iconographie est à chier.
Moi, je vous le dis tout de suite, l'iconographie, ça n'a pas de bon sens. Je comprends rien. Je te dirais qu'encore aujourd'hui, j'ai été dans mon livret d'instruction tout le temps pour essayer de comprendre l'iconographie. Peut-être qu'après 2-3 parties, oui, ça va aller. Il y a une partie de base, il y a une partie avancée. Moi, j'ai joué tout de suite avec la partie avancée, parce que la de base, je pense qu'elle est un peu trop de base. Mais bref, Cerebria, si vous avez le cœur d'essayer quelque chose de, je pense, d'exceptionnel, avec un thème exceptionnel, je vous invite à aller voir la vidéo d'LP pour comprendre les règles. Puis après ça, vous viendrez éventuellement regarder ma vidéo solo, par contre, pour essayer de comprendre comment le jeu fonctionne. Mais c'est magique, ce jeu-là. Je sais pas, peut-être un coup de cœur, peut-être pas. À voir dans quelques jours. J'ai juste joué une fois pour l'instant, fait, je peux pas dire, mais je peux te le dire, c'est le jeu qu'au début, ça me disait rien pendant tout. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai regardé Hélène, je suis comme n'importe quoi ce jeu-là. La seule affaire, c'est que je ne sais pas comment je ferais pour enseigner ce jeu-là. C'est une entreprise incroyable. Le livret d'instruction, il y a 28 pages, 2 colonnes. C'est ça. Mais Cerebria, c'est un bon jeu, mais il faut de l'investissement. Cool. Alors, le goût de l'essayer? Ben, moi, je pense que tu vas aimer ça. Surtout que t'es cérébral pas mal. Là. Fait que, d'après moi, tu vas aimer ça. Alors là, on est rendu à notre deuxième segment, David. Alors, tu sais que malheureusement, l'année 2018 qui s'est terminée nous a pas offert que des jeux qui nous a emballés. Il y a quelques déceptions que nous avons eues ensemble. En tout cas, peut-être sur certains jeux, on verra, mais on a eu quelques déceptions. Et là, on va vous faire notre top 3 des jeux, je dirais, de nos déceptions de l'année 2018. Et là, Cerebria n'est pas là. C'est pas dans les déceptions de 2018. Mais et on va essayer de vous expliquer pourquoi. Et encore, on va juste vous dire que c'est pas nécessairement les moins bons jeux qu'on a joués, c'est nos déceptions par rapport à ce qu'on pensait que ça allait être. Alors évidemment, David, je te laisse choisir pendant que j'essaie de trouver la... Oui, ok, je l'ai trouvé. Okay. Moi, j'ai fait une liste là, des jeux de 2018 que j'ai joués. J'en ai 81. Ah, seulement. C'est quand même quasiment une centaine de nouveautés de l'année que j'ai joué. C'est à part des jeux plus vieux que j'ai joué aussi pour la première fois. Fait que, de ces 81-là, ben là, j'ai regardé lesquels qui m'ont le plus déçu. Souvent, comme tu disais, ça a rapport avec nos attentes. Là, on a des jeux, c'est comme ça va être vraiment hot ce jeu-là. Finalement, tu y joues, puis c'est comme bof. Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est plate parce que t'aimerais ça l'aimer, mais ça marche pas. Le premier jeu, c'est un jeu d'un auteur dont il y a à peu près... Il y a 2 de ces jeux qui sont dans mon top 10. Fait que tu peux pas ne pas avoir d'attente quand tu arrives avec un auteur comme ça. Donc, c'est Cory Kochniczka. Ouais, lui, là. Qui a fait Imperial Assault, qui a fait Star Wars Rebellion. Fait que là, cette année, il nous a offert un jeu de survie et d'exploration qui s'appelle Discover, Terres Inconnues. Et j'ai joué avec toi, ma première partie avec toi, justement. Oui. Ça n'avait pas été super parce que j'étais pas tant dans la partie non plus. Là. Je lisais un livre de règles en même temps que je jouais. Tu lisais Newton. J'ai comme pas trop compté cette partie-là, mais j'ai rejoué, je me le suis acheté par la suite, puis j'ai rejoué chez moi quelques parties. J'avais pas les mêmes terrains. Moi, j'avais l'île et le bayou. OK. Je pense qu'on avait essayé le bayou ensemble, justement. Oui. Fait que j'ai plus joué les scénarios de l'île de mon côté pour voir justement la différence. En fait, c'est un espèce de jeu de survie. Fait que chaque personne doit trouver de la nourriture, doit trouver de l'eau. On va avoir des petites cartes d'invention, des objets qu'on peut fabriquer. Ça me fait penser beaucoup à Robinson Crusoe, la manière que les cartes d'invention fonctionnent. Ouais. Fait que tu fabriques une hache, là, maintenant, tu vas avoir un petit bonus quand tu vas te battre, ou tu fabriques une gourde, puis que là, tu peux ramasser plus d'eau. Fait que ça, c'est cool de voir ces petits objets-là que tu te fabriques, c'est comme tu gagnes ces petits pouvoirs-là pendant la partie. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. C'est un jeu d'exploration, fait qu'on se promène, on découvre des tuiles, on découvre des lieux sur les cartes, on ramasse des ressources pour manger, on ramasse des ressources pour faire nos inventions ou pour faire des objectifs. Et on a une mission à accomplir qui va avoir plusieurs étapes. Fait qu'au début, on connaît juste l'étape 1, on va aller faire l'étape 1. Quand l'étape 1 est faite, ben là, l'étape 2 est révélée. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on réussisse à gagner. C'est pas un jeu coop, mais c'est pas un jeu pas coop non plus.
Ouais, Tu peux t'aider, tu peux te donner des ressources, tu peux te donner de la nourriture, t'aider à survivre, mais t'es pas obligé. c'est un excellent jeu solo. On gagne individuellement. Fait que t'as pas nécessairement intérêt à aider les autres, mais ça peut quand même te bénéficier. En tout cas, il y a un Ouais, petit côté semi-coop qui est tout le ouais. temps un petit peu embêtant. Si tu meurs, la partie n'arrête pas, la partie continue, puis les autres peuvent réussir à gagner. Ouais, t'as le Je player m'étais d'ailleurs elimination. sacrifié dans la première partie. Oui, c'était assez vite en plus. J'avais trouvé plein d'affaires, puis là, j'étais revenu me mettre proche d'eux autres, puis mourir pas trop loin pour qu'ils viennent me fouiller, puis utiliser mes objets. Euh, J'ai trouvé que le jeu est très aléatoire, là. En fait, il faut aller explorer des lieux, mais l'ordre dans lequel on révèle les tuiles va être quand même important. Parce que plus on trouve, si on trouve pas les lieux rapidement pour faire avancer l'histoire, bien évidemment, c'est plus dur à survivre. Fait que ce côté-là, j'ai trouvé que nos décisions sont pas tant importantes par rapport au hasard des comment ça va tourner, comment les tuiles on va les découvrir. Fait que j'ai pas trouvé qu'on avait tant d'impact que ça à l'intérieur du jeu. J'ai trouvé aussi que la narration était pas si bonne que ça. On dirait que j'ai pas embarqué dans cette histoire-là. J'ai trouvé ça un peu aléatoire, encore une fois. Faut dire que le jeu, son gros pitch marketing, c'était le concept des boîtes uniques. Ouais. Ouais, puis je pense pas que c'était tant nécessaire dans le jeu-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, pas nécessaire, mais en même temps, ça le nuit pas non plus. Tu sais, je veux dire, le concept est intéressant. Moi, j'ai été chanceux parce que moi, j'ai eu 2 boîtes, puis dans les 2 boîtes, j'ai vraiment tout différent. Fait que moi, j'ai été chanceux, mais je pense que tu peux t'en acheter juste un, t'es correct. Tu sais. Je veux dire, t'as quand même pas mal de parties que tu peux jouer, puis tu manques rien. Disons-le comme ça. Parce que c'est ça. Je sais pas si t'avais fini Ben, c'est ça. Finalement, ça m'a laissé un goût amer dans la bouche. J'ai pas trop embarqué, j'ai pas tant trippé sur l'histoire, tout ça. Fait que ça m'a quand même. C'est un jeu qui m'a quand même déçu, je te dirais, là, cette année. Tu sais, moi, j'ai pas la même vision. Moi, Discover, je l'ai beaucoup aimé. Discover Lands Unknown, Terre Inconnue. J'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé que c'est un jeu, oui, qui est aléatoire, mais en même temps, c'est l'aspect d'exploration qui est le fun. Puis il y a vraiment l'aspect survie faut que tu ailles chercher de la nourriture, faut que tu ailles chercher de l'eau, puis tu as des points d'eau qui sont empoisonnés, il faut que tu fasses attention. Puis c'est un excellent jeu il joue très bien en solo. Je suis d'accord avec toi, par contre, pour une chose, c'est, bon, premièrement, justement, quand on joue à plusieurs, le fait d'avoir des éliminations de joueurs, surtout que quand on avait joué ensemble, Stéphane, Il était mort super il est vite. mort super rapidement, puis tu sais, il était fâché, puis je comprends, tu sais, ça veut dire, c'est fini, t'aurais plus rien à faire, c'est terminé, fait que ça, c'est toujours plate. Puis c'est vrai que l'histoire est un peu, est pas présente, et surtout légèrement incompréhensible. Je peux te le dire, là, il y a une histoire, ça tourne, je sais pas, il y a une organisation, puis moi, ce que je trouve plate, c'est que dans toutes les boîtes qui sont supposées être uniques, les scénarios sont identiques. Ouais. Donc, que tu joues les scénarios 1, 2, 3, 4, 5, ça se peut que tu aies juste le scénario 1, 3, 4, mais c'est le même scénario, c'est la même chose qu'il faut faire. Ça, moi, c'est la partie qui m'a déçu. Moi, je pensais qu'on aurait eu des histoires vraiment uniques, mais c'est pas si unique que ça. L'aspect unique, c'est qu'on a des systèmes différents, on a des Personnages différents. des personnages, on a aussi des lieux qui sont pas nécessairement pareils. Mais moi, personnellement, en termes de jeu, ça battra jamais. Il y en a des fois qui disaient 7e continent, ça battra jamais 7e continent. Mais quand tu as juste 1 heure à jouer plutôt que de t'installer pendant 2-3 heures, c'est cool. Mais ça n'a pas été non plus mon meilleur jeu de 2018. Là. Mais je peux comprendre ta déception. Voilà. Moi, mon numéro 3 de mes jeux, de mes déceptions, c'est un gros jeu. Puis, habituellement, j'aime ça. Cerebria, c'est un des exemples que je peux donner. J'ai essayé beaucoup d'aimer. J'ai vraiment beaucoup voulu aimer Darkest Night. J'ai travaillé très, très, très fort pour l'aimer. J'ai lu toutes les instructions, mais au final, et la seule raison que je vais vous le dire bien honnêtement, pourquoi c'est une déception, c'est que le solo, ça ne fonctionne pas. Parce que faut que tu contrôles 3-4 personnages, même quand tu es tout seul, pour que ça joue. Je sais qu'il y a une façon de jouer avec 2 personnages, mais même là, c'est pas la façon unique de le faire.
Darkest Night, c'est un jeu un peu, je dirais pas, c'est un jeu pas exploration, c'est un jeu où on incarne des gens qui doivent essayer d'empêcher le méchant nécromancien de venir prendre possession, d'envahir notre territoire en mettant en mettant du blight, là, j'essaie de trouver le nom en français, là, La corruption. La corruption un peu partout, puis on a des méchants qui arrivent, puis là, chacun de nos personnages, il y en a énormément dans le jeu, ont des habiletés spéciales, puis c'est un jeu qui fonctionne avec une main de cartes, puis il y a des événements, c'est très Ameritrash, ça. On lance des dés, c'est le style de jeu que j'aime beaucoup, tu sais, Arkham Horror, 3e édition, j'ai bien aimé ça, mais j'ai joué uniquement en solo, puis se promener avec 4 personnages, puis essayer de regarder, parce que c'est très stratégique comme jeu, puis essayer de voir aussi qu'il faut que je m'en aille avec tel personnage quand t'es pas capable, dans le fond, de vraiment te concentrer sur un personnage, puis là, il faut que tu t'arranges avec 4 personnages. Écoute, moi, c'est trop. Donc, c'est le style de jeu solo qui, à un moment donné, je pense qu'il aurait pas dû être en solo, ou en tout cas, qu'il aurait dû vraiment peut-être essayer de trouver des règles différentes. C'est la raison pour laquelle tu l'avais acheté? Ben oui, je l'avais acheté pour jouer en solo parce que je savais qu'Hélène ne jouerait pas à ça. C'est un jeu qui est trop long, puis il y avait beaucoup trop de règles, puis c'est moins le style d'Hélène. C'est un style de jeu que je pense que Stéphane, mon ami Stéphane, aimerait beaucoup, mais on n'a jamais eu l'occasion de l'essayer ensemble. Puis je l'avais acheté parce qu'il était solo, puis c'est un style de jeu qui est le fun à présenter également sur une chaîne. Tu sais, il y a un aspect narratif qui peut être cool. Tu sais, j'aime ça des jeux où on lance des dés, puis il y a des... Le mécanisme, c'est très cool, mais il y a trop de stock, puis il y a trop de petites règles, puis toutes les règles sont toutes cachées un peu. Fait que c'est pas un mauvais jeu. Attention, c'est pas un mauvais jeu. Il est encore dans ma collection, il est là. Je le conserve parce que je veux l'essayer à plusieurs. On l'essayera à 2, Martin. Il faudrait l'essayer à 2, puis j'aimerais ça l'essayer à 3, puis je pense que le meilleur serait à 4. Mais il faudrait l'essayer à plusieurs. Je pense que je vais avoir une meilleure expérience, mais mon expérience solo a été assez décevante. Et puis voilà, c'est mon numéro 3 des jeux sortis en 2018, qui sont sortis l'année passée, qui malheureusement ne m'ont... En passant, c'est la 2e édition qui est sortie en 2018, parce que la première édition, ça fait plusieurs années que c'est sorti. Ouais. Fait que c'est Darkest Night, mon numéro 3. Ouais, j'avais failli le backer sur Kickstarter, mais je le trouvais pas mal trop cher. Ah, il est très cher. Puis là, moi, j'ai la version avec les standees. Puis tu peux acheter les figurines qui coûtaient le 70$ pour les figurines. À un moment donné, je suis correct, là, j'aime beaucoup ça, là, les jeux de société, puis avoir des figurines, mais 70$ à un moment donné, je pense que c'est ridicule. C'est ça, faut mettre une limite. Puis, mais la production est quand même super cool, puis les cartes sont belles toutes, puis c'est un beau jeu, mais c'est ça. Petite déception pour moi. Ma prochaine déception, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Mais en fait, c'est un crossover. Oh, non! Oui, nous avons un crossover, mesdames et messieurs. Je pense que c'est un des premiers crossovers qu'on a. Je pouvais pas... Parce que, vous savez, juste pour dire très vite, là, wow. David et moi, on connaît un petit peu nos jeux avant le temps. On essaie de pas avoir crossover parce qu'on essaie de justement parler de plus de jeux. Mais là, cette fois-ci, je pouvais pas l'enlever. Fait que, vas-y, David. En fait, c'est une réédition d'un vieux jeu que j'avais quand j'étais jeune, que mes parents nous avaient acheté, qui s'appelait L'île boule de feu. Et ça a fait une nouvelle campagne Kickstarter chez Restoration Games. Le monde capotait. Oh mon Dieu, ils refont Fireball Island. On va refaire les règles, ça va être malade, ça va être moderne, un jeu actuel. Oh boy. Et ils ont ramassé... au-dessus d'1 million, je pense, pour la campagne Kickstarter. Il y a beaucoup de nostalgie. J'ai un ami qui l'a pris all-in, c'était comme 250$. C'est ça. On a joué. Puis je ne rejouerai plus. Moi non plus. J'ai joué. Mais tu sais, oui, on a changé les règles, mais tu sais, tu te déplaces plus qu'un dé, tu choisis une des 2 cartes que tu as dans les mains. Wow. Ça revient pas mal au même. Des grosses décisions. La moitié de la game, j'avais 2 fois la même carte parce qu'il y a comme 4-5 modèles de cartes différents. Fait que finalement, j'aurais peut-être eu plus de variété à lancer un dé, je te dirais. Écoute, honnêtement, je pense que ça aurait été plus fun avec un dé. Puis, tu sais, le visuel des cases sur le plateau, il est weird. Ouais, c'est pas clair. Des fois, c'est pas clair. À qui ça, ces cases-là, elle arrête où, tout ça. Je crois que le vieux plateau était peut-être mieux fait à l'époque. La boîte du jeu, ça n'a pas de bon sens. La boîte du jeu a fait 2,5 mm d'épais. C'est ridicule la qualité qu'ils ont mis là-dessus. Pour le prix du jeu, disons-le, hein, parce que le jeu, mettons, moi, je l'ai acheté.
il vaut quoi, 75-80 Ouais, en moi, magasin? il m'a coûté 82 $. Tu sais, le plateau, il look vraiment beau quand tu le mets sur la table, mais c'est vrai quand tu le prends, je sais pas, ça a l'air cheapette. C'est Là, cheapette en tabarnouche. pas très épais, les Non. composantes, les cartes, les figurines sont minuscules. Sont vraiment. Tu sais, je sais que c'est fait pour aller sur les cases, puis que quand la bille elle tombe, tu sais, qu'ils revolent. Là. Mais même là, lancer la bille, j'ai tellement été déçu. Moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Fait que moi, quand la première chose, j'ai fait lancer la bille, ça tout va exploser, ça va être. Mais c'est pas le fun. C'est même, je dirais que c'est pas si. Quand la bille fait tomber les ponts, là, moi, je m'attendais. Tu sais, tu la lances la bille, puis ça. Nous autres, on a lancé 2 billes sur LP, puis son bonhomme, il est jamais tombé. Ah! Des règles, s'il tombe pas, ben, il perd pas de trésor. Mais non. Mais non. Mais, tu sais, David, faut quand même dire quelque chose. J'ai joué avec mon fils Justin, puis Justin lui aimait ça. Fait que je pense vraiment que ça a une niche pour les jeunes. Ben oui, c'est clairement. Puis peut-être que nous, rendus à l'âge où on est rendu, peut-être qu'on s'est juste rendu compte que c'est moins le style de jeu. Le monde l'a acheté par nostalgie. Oui, c'est ça. Vraiment, ils ont vraiment misé sur la nostalgie. Tu sais, les gens qui ont joué à ça quand ils étaient jeunes, mais ils ont mon âge aujourd'hui, mais ils sont en moyen de payer 200$ pour un jeu qui, dans le souvenir, était vraiment de la bombe. Oui. Mais c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y en a une couple qui ont été déçus, puis qu'il y a eu beaucoup de rage sur leur forum depuis qu'ils l'ont livré. Ben, tu sais, moi, je vais t'avouer que quand je l'ai ouvert, c'est vraiment la qualité du plastique qui m'a déçu. Je sais pas, je sais pas à quoi je m'attendais. Comme je te dis, des fois, on se fait des attentes de même, là. Ouais. Mais je m'attendais, tu sais, vraiment, quand tu les prends, ces 3 morceaux, là, ça a l'air ils sont quand même solides, là. Je dis pas qu'ils sont pas solides. Puis il y a quand même l'aspect artistique qui est correct dessus, là. J'imagine que c'est pas facile de faire ça, là. Les 2 trous sur le bord. Oui, les 2, oui. Tu mets un panneau, c'est quoi ça? C'est ça, pour que ça l'aide d'un île quand même, tu sais. Oui. Mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est mon numéro 2, moi aussi, Fireball Island. Alors, tu sais tout ce qu'on a à dire sur Fireball Island. T'as-tu essayé les extensions, toi? Ben, mon ami, il y a le All-In, on les a pas joué les extensions, là, mais il y en a comme 3, je pense. Il y a un bateau pirate, un tigre, puis je sais pas trop quoi, là. Ouais, puis il y a plein de mini-extensions aussi, je pense, qui viennent avec le jeu. Là. Mais en tout cas, bref, je pense qu'on a trop parlé. Ça moi, c'est dans mes déceptions et dans mes pires jeux de 2018. Définitivement, Fireball Island. Mais ma plus grande déception, c'est un jeu de style Tower Defense. Que je te remercie tellement, d'ailleurs. Je suis tellement un fan de jeux vidéo de Tower Defense. Ouais. Et j'attends toujours le jeu de société de Tower Defense. On dirait qu'à chaque fois que je joue un jeu de société que style Tower Defense, je suis déçu. Puis malheureusement, celui-là n'a pas fait exception. C'est un jeu qui s'appelle Age of Tower, qui avait aussi passé par Kickstarter. La production de jeu-là est écœurante. Le matériel, les petites tours en plastique, avec les petits upgrades qu'on peut mettre dessus, le côté visuel, c'est vraiment un beau jeu avec du beau matériel, un beau visuel. Il y avait tout pour plaire, mais le gameplay m'a vraiment déçu pour plusieurs points. Premièrement, le jeu est beaucoup trop take that entre les joueurs, surtout que si tu joues à 3 ou 4, si tu t'acharnes vraiment, tellement c'est violent le take that. Quand tu joues à 2, c'est pas pire parce que tu as juste une personne à attaquer, fait que ça paraît moins. Ouais. Mais le jeu manque énormément de variété. Il y a comme 3 sortes de monstres dans le jeu, puis c'est juste ces 3 sortes de monstres-là qui arrivent. Il y a un seul boss. Fait que c'est toujours la même partie qui va revenir. Fait que les tours, il y en a 3 sortes. Ils ont chacun juste un upgrade qu'on peut leur mettre. Fait que, il y aurait tellement pu avoir de variété de tours, de variété d'amélioration, de variété de monstres. C'est ça qui fait la richesse d'un jeu de Tower Defense, c'est la variété. Puis ils sont carrément passés à côté du jeu. Tout à fait d'accord avec toi. Ça aussi, je me souviens de notre partie. Moi, j'étais en réflexion à savoir si j'allais me le procurer pour présenter. Parce qu'il y a un mode solo, je pense. Oui, il y a un mode solo, il y a un boss solo qui en a juste un. Fait que je m'étais. Oui, évidemment. Fait que, puis je me souviens d'avoir joué, et fait comme, c'est beau. J'ai compris, je le prends pas. Fait que je te remercierai pour ça. Ça a été effectivement une déception. Notre partie avait été ça avait été ennuyant. C'est ça l'affaire. Puis effectivement, comme tu dis, il manquait de variété. Puis c'est pas ce qu'un Tower Defense devrait être.
je trouve ça triste parce qu'il y avait vraiment, tu sais, la thématique Tower Defense, c'était vraiment ton petit chemin avec tes petits tours. C'était vraiment bien fait. Oui. C'était vraiment du beau matériel, tout ça. Fait que c'est ça. Ça a été décevant. Puis je pense que Devil Pig sont en difficulté financière aussi. Ils sont en faillite ou je sais pas en trop. faillite, Là. c'est ça va pas bien pour eux autres malheureusement. Fait qu'on va espérer qu'ils soient capables de s'en sortir parce qu'ils font quand même des très très bons jeux. Là. Des fois ça arrive d'en avoir un qui passe à côté. Puis effectivement c'est pas le meilleur. D'ailleurs sur Board Game Geek où je suis pour vous présenter les images, j'en ai pas d'images à vous présenter. il y a personne qui a donné d'images sur Board Game Geek. Fait que c'est juste montrer à quel point je pense qu'il n'a pas été très populaire non plus. Moi, David, pour terminer nos déceptions, ben écoute, moi, c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de temps avant de jouer. Je me suis installé, j'ai joué, puis le pire, c'est qu'au moment où on enregistre ceci, j'ai toujours pas fini de présenter le jeu sur ma chaîne. Alors, c'est Histoire de peluche. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ne seront pas d'accord avec moi. Je sais que c'est un jeu qui est bien aimé par bien des gens, mais c'est pas moi. Moi, je le dis, le thème ne vient pas du tout me chercher. Je m'attendais à avoir quelque chose... puis là, je vais être honnête avec vous. J'ai joué l'histoire 1, puis j'ai joué la deuxième histoire aussi. Mais j'ai pas joué l'ensemble des histoires qu'il y a dans le jeu, mais je trouve que c'est pas juste l'histoire, là. C'est enfantin, c'est bien écrit, c'est bien présenté, mais il manque d'épique. Je sais pas. Je trouve que le fait d'aller piger des dés, dépendamment de la couleur des dés, c'est les actions que tu vas pouvoir faire. Lancer les. Je trouve ça facile. C'est sûr que c'est plus axé pour les enfants. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup de défis. Les items qu'on ramasse, il n'y a rien qui m'excite quand je ramasse à un moment donné une arme puis c'est un crayon. Je suis comme, oh yeah, c'est comme, ouf. Puis en plus, le crayon fait des dommages à distance. Comme, T'es pas un assez gros fan de Toy Story? Ben, j'aime beaucoup Toy Story, mais je sais pas. Je suis pas rentré du tout dans ce jeu-là. Puis l'idée est quand même bonne. On joue des pages. Puis on a une mission à faire, comme par exemple dans une des missions, il fallait que je descende pour aller attraper un train. En l'espace d'un tour, tous mes personnages sont rentrés sous le train. J'ai même pas eu de défi, j'ai même pas rencontré de méchants, j'ai même pas fait d'histoire. Je sais pas, c'est blah. C'est blah. C'est ennuyant. Mais je suis intéressé par Comonauts qui vient de sortir parce que je me suis dit que parce que il est sorti au début de l'année 2018 là. Fait qu'avec tout le temps, peut-être qu'ils vont avoir amélioré un peu le système, puis que là, ça va être un petit peu plus... Ouais, il est fait plus pour l'adulte. Plus aussi, pour adulte. Plus pour gamer, peut-être. Oui, peut-être plus gamer, peut-être un petit peu plus de complexité au niveau des mécanismes. Et malgré tout, un des éléments, c'est qu'il est simple, mais il y a beaucoup de, comme on dit en anglais, c'est fiddly, il y a beaucoup de petites règles que tu peux oublier. Des petites choses que, tu sais, comme... oublie pas quand tu mets des ennemis, quand tu bats un boss, mais tu te gagnes un bouton, un cœur. Mais oublie pas le cœur, parce que tu sais, c'est pas écrit, c'est écrit en petit dans les livrets d'instructions à un moment donné. Il n'y a rien de très intuitif dans ce jeu-là. Puis bon, c'est ça. C'est ma déception de 2018. Mon numéro 1, je m'attendais vraiment à aimer ça, puis finalement, il est dans ma pile, qui n'est plus là en arrière de moi, présent. T'as essayé avec tes gars? Non, parce que j'ai la version anglaise. Fait que j'ai pas essayé avec les enfants. Puis, je sais pas. Tu sais, je te dirais, j'ai Mice and Mystic. Puis je pense que Mice and Mystic, c'est mieux. C'est plus le fun pour jouer avec les enfants. C'est le même auteur, mais ça. Oui, puis c'est plus engageant. C'est le même style un peu. Ceux-là, ils ont testé quelque chose avec les pages. C'est intéressant, là. Le concept est intéressant, mais je pense que pour les enfants, de mon côté, puis il y en a beaucoup qui disent aussi que ça devient très dark. À un moment donné, puis qu'il y a certaines parties qui peuvent être très épeurants pour les enfants. Fait que voilà. Fait qu'en tout cas, je me suis pas rendu jusque-là pour l'instant. J'ai pas eu très peur. Histoire de peluche. Histoire de peluche. Fait que c'était nos déceptions, nos grosses déceptions de l'année 2018. Alors, pour terminer notre épisode du mois de janvier, mesdames et messieurs, allons-y donc avec du positif. Les surprises. Les surprises de 2018. Fait que, David... Puis les surprises, comme tu as dit, c'est pas nos meilleurs jeux de l'année. Souvent, non. c'est des jeux
qu'on n'avait pas vraiment d'attente, qu'on a essayé, puis on a fait « Wow! Oui. C'est vraiment hot! » Fait que souvent, c'est des jeux qui sont pas nécessairement sur le radar, ou des fois, c'est des jeux qui peuvent être très hypés, puis que là, on est comme « Mais non, ça sera pas aussi bon que le hype. » Puis là, on y joue, puis finalement, OK, ouais, le hype est justifié. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des belles émotions quand on découvre une surprise. Oui, effectivement. Puis souvent, c'est ces jeux-là qui nous restent même plus longtemps dans notre tête parce qu'on s'attendait pas à ça. Fait que ton numéro 3, Ben, ma première surprise, Martin, c'est un jeu qu'on a joué ensemble. oui, C'est l'île au trésor. non. Oui, l'île au trésor. Ben voyons donc, je m'y en attendais pas. J'avais hâte de l'essayer. Je trouvais que le principe du jeu était original, mais je m'attendais à ce que ça soit correct. Tu sais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi hot que ce que c'est. Et je ne m'attendais pas à l'aimer autant que ça. J'ai vraiment aimé l'expérience de l'île au trésor. Maintenant, j'ai joué les deux côtés. Là. J'ai joué Long John Silver, puis j'ai joué les pirates qui essaient de trouver le trésor. Puis c'est vraiment le fun. N'importe quel des deux côtés sont le fun à jouer. Tu sais, l'île au trésor, il y a un joueur qui va enterrer un trésor quelque part sur l'île. Physiquement, là, il va cocher un petit bout de l'île avec son crayon. Puis là, les autres vont avoir un système d'action où ils vont pouvoir se déplacer, aller faire des recherches. On va dessiner sur la carte avec des crayons effaçables. On a des équerres, des compas, on a plein d'affaires, du matériel de géométrie. T'sais, on n'a jamais vu ça dans un jeu, du matériel comme ça. Non. C'est vraiment hot. On a vraiment le feeling d'être à la chasse au trésor. Vraiment une belle expérience thématique. C'est vraiment très bien réussi. Une belle production, encore une fois. C'est peut-être les contrastes de couleurs qui sont pas toujours excellents avec le plateau puis les crayons, les choix de couleurs qu'ils ont pris sur les crayons. Mais à part de ça, je pense que ça reste un jeu qui est vraiment très original, qui est sorti des chantiers. Puis je pense que ça va faire son succès. Je pense que les gens vont vraiment apprécier quelque chose de différent. Puis justement, il vient d'être nominé, quand on enregistre ça, il vient d'être nominé à l'As d'or pour Oui. le jeu de l'année. Fait que, Oh, tabarnouche, le jeu de félicitations. l'année. Bravo. OK. Moi, je me souviens qu'encore une fois, on a joué ça au LAL, hein, parce que il venait de le rapporter d'Essen. Puis je me souviens quand on joue ça à ça, j'étais comme... Je vous l'ai demandé comme 4 fois dans le journée. Puis le pire, c'est que moi, les jeux de pirates, là, c'est comme, l'île au trésor, OK. Fait que là, on s'installe, puis évidemment, au LAL, on n'a jamais lu les instructions, mais David, il est toujours là pour lire les instructions. Fait que là, il nous a lu ça, on s'est installé, puis je me souviens, je regardais ça, puis il y avait un compas. J'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire avec un compas? Des règles, puis il y avait une grande règle, une petite règle. Ah, on a joué, puis tabarnouche, c'est le fun. C'est vraiment le cool. Bon, j'ai gagné, mais ça, j'ai trouvé le trésor. Il était bien caché, mon trésor. Il était bien caché, puis il n'y a personne qui voulait me suivre. Moi, je lui ai dit, je vais y aller pareil. Puis, Tu as suivi ton instinct. Oui, puis ce qui est cool, le jeu-là, c'est que toi, tu nous donnes des indices. Mais ça se peut qu'il y ait des indices, que ce soit des faussetés. Ouais. Puis il y a ça aussi qui est cool, c'est toute cette interaction-là. Lequel des deux côtés que tu aimais mieux jouer, toi? Je pense que j'ai aimé mieux être celui qui cache le trésor. Ah ouais, c'est vrai, ok. Je t'avais dit le côté bluff, puis de dire, OK, mais je mets des indices, puis là, les autres, ils savent pas trop lesquels qui sont bons ou pas. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis justement, tu sais où ton trésor, puis tu vois les autres qui cherchent autour, puis qui sont pas pantoute proches de ton trésor. Puis là, t'es comme... Oui, c'est ça. Ben, je pense que... Parce que j'ai entendu beaucoup de monde qui disait que c'était peut-être plus fun de jouer les pirates que jouer Long John Silver. Mais il y a quand même beaucoup de stock à faire, Long John Silver. Il y a des cartes. Réfléchissent comme faut aux indices qu'il va placer. Oui, puis tu sais, tu as un paquet de cartes, je pense, qu'il faut que tu piges. Puis je me souviens plus exactement, là, mais puis dépendamment. Ouais, c'est tes cartes d'indices, là. Ouais, c'est ça. Puis non, j'ai bien aimé ça, mais il me semble qu'on avait eu la conversation en disant c'est un bon jeu, c'est très cool, mais est-ce qu'on jouerait 5, 6, 7 fois? Okay, qu'on joue jamais 5, 6, 7 fois avec nos jeux, mais en tout cas, bref, mettons, là, si on avait c'est le genre de jeu, je vais avoir du fun à le faire découvrir à d'autres mondes, mais je pense pas jouer à ça souvent avec le même groupe. Ouais, je pense que t'as vraiment un gros wow la première fois que tu joues, c'est comme, OK, c'était vraiment une belle expérience, vraiment enrichissante, nouvelle, tout ça. Mais je pense pas qu'après plusieurs parties, je pense que le wow va diminuer un peu. En solo, il était écœurant, ce jeu-là. Je pense. Non, mais tu sais, moi, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pas acheté, c'est que je pense que si, mettons, quelqu'un, là, me dit, hey, on joue à ça, je vais dire oui tout de suite, parce que c'est un bon jeu. Mais, comme toi, tu sais, ça serait un jeu que je sortirais avec des amis.
Après ça, on va vivre l'expérience, puis on va vouloir passer à d'autres choses après. Mais ça enlève rien au jeu en tant que tel. C'est ça qui est bizarre un peu. C'est que c'est un jeu où, dans le fond, le mécanisme, c'est d'une découverte. Fait que mais c'est un bon. C'était très excellent. C'est une belle surprise, effectivement. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Ce qui fait qu'à chaque fois que je le vois en magasin, je suis comme, je vais aller dans les mains. Je suis comme, ça serait le fun. Mais là, je le repose pour l'instant. On verra. Alors, mon numéro 3, moi, c'est un Martin Wallace. Oh! Qui est sorti l'année passée. Il y en a quand même plusieurs. Parce qu'il a décidé d'en sortir pas mal. Il est productif, Martin Wallace. Ouais, en tout cas, il a été productif l'année passée. Alors, c'est un des deux. Parce qu'il y en a deux beaucoup qu'on a entendu parler. Fait qu'il a sorti Australia. Puis il a sorti Wildlands. Puis moi, mon numéro... c'est ça. Mon numéro 3, c'est Wildlands. C'est tellement bizarre parce que Martin Wallace a sorti Australia. Puis Wildlands est tellement complètement différent de Australia. C'est même pas un dungeon crawler, c'est un jeu de combat. Mais c'est rare qu'il fait des jeux de figurines aussi. Ouais, c'est un jeu de figurines. Il y a 20 figurines dans le jeu qui sont tous c'est très beau. C'est comme Max vs Minion. Il y a comme un petit wash dessus là, qui les rend très magnifiques. C'est un jeu d'une très grande simplicité. Au début de la partie, on commence avec 10 cartes numérotées. Puis les numéros correspondent aux numéros de chacune des pièces qu'il y a dans le donjon qu'on a devant nous. Puis on va conserver 5 cartes pour nous. Ça va être les 5 cartes que où on va mettre nos personnages cachés. Là, on ne dira pas à personne où ils vont apparaître sur le plateau. Puis les 5 autres cartes, on va les remettre à notre personne à la gauche. Puis lui, dans le fond, ces cartes-là, c'est là qu'il va mettre ses cristaux. Et le but du jeu, c'est de faire 5 points. Et 5 points, c'est soit on va chercher des cristaux ou on tue des personnages adverses. Alors, c'est la façon de faire des points. Alors, nous autres, il faut réfléchir. On sait où notre adversaire risque de mettre ses cristaux. Alors, on essaie de placer nos personnages pour pouvoir justement contrôler, pouvoir défendre un peu ces cristaux-là. Puis c'est un jeu qui fonctionne avec des cartes. Alors, des cartes où on va avoir des... je vais essayer d'en trouver des cartes parce que ça serait le fun de les montrer, mais évidemment, je le trouverai pas parce que tout le monde veut montrer leurs figurines. Fait que c'est pas grave. Mais les cartes, ils ont chacun des personnages ont une icône spécifique, puis c'est les cartes qui vont établir les actions qu'on peut faire, bouger, attaquer à distance, nombre de dégâts. C'est excessivement rapide comme jeu. En 30-35 minutes, une partie se termine. Puis, ce qui est le fun, c'est que pendant qu'un joueur joue, on peut jouer une carte d'interruption, puis faire un tour pendant le tour de l'autre. Donc, on peut essayer de préparer, comme là, on sait qu'il va avancer jusque-là. On garde notre carte d'interruption, on interrompt le jeu, on joue nos cartes. Il y a beaucoup d'interactions comme ça, c'est rapide, c'est le fun, c'est simple. C'est une super surprise parce que je m'attendais pas à aimer ça. Il se joue super bien à 2. J'ai jamais joué à 3 ou à 4 par exemple. J'aimerais ça éventuellement jouer à 3 à 4. J'ai joué juste avec mon ami Stéphane plusieurs parties. Mais à chaque fois on a eu du fun. Ça a toujours fini excessivement serré. À 3-4, c'est en équipe ou c'est un free-for-all? Non, c'est un free-for-all. On joue tous un contre l'autre. Fait qu'il y a encore plus d'interactions possibles. Le plateau devient encore plus petit parce que là, évidemment, il y a plus de monde qui peuvent se promener. Il n'y a pas de lancer de dés. Donc c'est littéralement... Je t'attaque avec une carte. Il faut que si tu as dans tes mains une carte pour pouvoir te défendre, tu la joues. Mais plus tu utilises des cartes hors de ton tour, moins tu en as à jouer pendant ton tour. Fait que c'est super le fun. Wildlands, je vous le recommande. Il y a juste un défaut. Puis le défaut que j'ai pas vécu cette année, parce que je l'ai eu grâce à mon commanditaire, c'est qu'il est cher. Il coûte 100$. Il y a quand même juste 20 figurines, un plateau, puis quelques cristaux. Il y a des belles cartes. Il y a un bel insert. Oui, il y a un bel insert, mais tu sais, quand je regarde Cerebria, qui n'a pas d'insert, mais qui a une quantité industrielle et qui coûte pas mal moins cher que ça, tu sais, à un moment donné, il y a comme... C'est sûr que c'est Osprey Games. Osprey Games, c'est une plus petite compagnie, puis j'imagine que produire un jeu comme ça leur a coûté plus cher. Fait que je peux comprendre la chose. Le plateau, il est magnifique. Le matériel, il est super beau. Puis il y a un bel insert. Mais c'est... une belle surprise pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est ici en arrière de moi, puis il va rester là longtemps. C'est un bon petit jeu. Quand 20-30 minutes, jeu de figurines en 20-30 minutes, là, c'est rare. Ça n'existe pas quasiment. Fait que, il a l'air vraiment le fun. Très cool, Wildlands. Mon numéro 2, c'est un jeu qui me disait absolument rien, que j'avais même pas entendu parler. C'est un jeu que j'ai essayé au LAL, Martin.
C'est vrai? Parce que vous étiez en train de jouer une partie épique de Too Many Bones. Oui, il est Puis terminé. moi, j'étais allé jouer une game de Gugong avec une gang. Puis là, après ma game de Gugong, il restait peut-être 1 heure avant qu'on parte ou que votre game finisse. Puis là, il y a du monde qui partait une partie de Crown of Emera. Puis ils m'ont dit, hey, viens jouer avec nous autres. Ça a l'air que c'est vraiment bon, ce jeu-là. Là, je check la boîte, je fais comme, oh, what? Ça a pas l'air ben hot. Ah, c'est pas grave, assis-toi, là, là, tes pions, là, tes affaires, là, tes cartes. Bon, ben, ok, je vais jouer avec vous autres. C'est un jeu euro où tu vas avoir 2 plateaux. Tu vas avoir un plateau qui est celui-là qu'on voit à l'écran, qui est l'extérieur, en fait, où on va avoir des bonhommes qui se promènent, où on va pouvoir amasser des ressources. Puis on va avoir un deuxième plateau à côté qui est le château. Qu'on a encore des bonhommes qui peuvent se promener et pour faire différentes actions, pour essayer de marquer des points, aller acheter des personnages ou des choses comme ça. Dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'il y a des petites cartes. Dans le fond, on va piger 4 cartes. Puis après ça, à notre tour, on va jouer une de nos cartes sur notre plateau de personnages. Puis dépendamment où on joue la carte sur le plateau de personnages, on va avancer un personnage de tant de cases. Fait qu'on va choisir si on veut avancer un personnage sur le plateau ressources ou si on veut avancer un personnage sur le plateau château. Et après ça, on va avancer ce personnage-là et la carte peut avoir un autre effet, nous donner des ressources, nous donner différentes choses. Puis après ça, on va aller bouger notre personnage sur le plateau qu'on a choisi et on va faire l'action de la case où le personnage va arriver. Parce que les personnages se déplacent juste en sens horaire. Fait que là, il faut bien calculer nos affaires. C'est hallucinant, ce jeu-là, comment c'était le fun. Un beau petit jeu de gestion de ressources qui roule vraiment bien. On a joué à 4 joueurs. Puis dans le fond, le principe, c'est que tu as 2 pistes de score qui partent dans le fond, tu as une piste d'argent, puis tu as une piste de population. Fait que tu vas avancer 2 jetons sur la piste de score, puis à la fin de la partie, c'est ton score, ton jeton le moins loin qui va être ton score. Fait que là, tu peux pas juste te concentrer sur un des 2 parce que tu n'auras pas un bon score. C'est ton plus bas qui compte. Ouais. Fait que ça, je trouve ça assez intéressant comme principe. Que tu es obligé de te bâtir un peu dans les 2 puis d'aller faire différentes choses pour pouvoir être meilleur. Tu peux acheter des personnages qui vont te donner des pouvoirs sur certaines actions. Bref, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Il y a une belle interaction entre les joueurs. Il y a des choses que tu vas avoir des bonus si tu vas les chercher en premier. Si tu vas chercher un nouveau titre de noblesse, bien, si tu es le premier, tu vas avoir plus de points. Fait qu'il y a vraiment un paquet d'affaires pour faire des points, un paquet de combos vraiment intéressants. La dynamique des 2 plateaux qui tournent, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis j'ai pas vraiment vu de quoi qui ressemblait à ça dans des jeux. C'est un jeu qui a vraiment l'air de rien. Pour vrai, tu regardes la boîte du jeu, c'est comme pas un autre jeu euro avec des ressources, un château médiéval. C'est comme mais c'est vraiment hot. Ça a vraiment été une belle surprise. Puis il n'est pas encore arrivé, je pense, au Canada en magasin. Non, il est arrivé en importation, mais il n'y en avait pas beaucoup de copies, puis ils sont déjà toutes parties. Mais quand il va arriver l'édition nord-américaine, c'est clair que je vais m'acheter ça. Effectivement, elle est très bon, puis j'en ai beaucoup entendu parler, regardé des vidéos aussi de nos amis comme Ricky Royal qui en a fait une il n'y a pas tellement longtemps. Ça a l'air vraiment cool. Crown of Emera, même le nom. C'est tellement générique. La boîte avec la grosse couronne, c'est comme. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes la boîte, tu fais comme. Mais effectivement, des fois, il ne faut pas toujours se fier à ça, les boîtes. Puis là, effectivement, j'en ai entendu beaucoup de bons commentaires. Fait qu'on va attendre ça avec impatience. Belle surprise. Ouais, Crown of Emera. Moi, mon numéro 2, David, ça ne sera pas très long parce qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Fait que, puis il fallait que je le mette dans les surprises parce que c'est vraiment une surprise pour moi. Fait que c'est Architect of the West Kingdom, architecte des royaumes de l'Ouest. Ça me disait absolument rien, ce jeu-là. C'était pas du tout dans mes achats. Puis quand j'ai voulu l'avoir. Puis grâce à la zone de jeux de société, j'ai quelqu'un que tu connais. Fait un échange. Qui m'a fait un échange, bon échange selon moi. Puis je l'ai reçu, je l'ai joué beaucoup en masse. Beaucoup pour les raisons que j'ai indiquées tantôt. C'est un excellent jeu, je vous le conseille vraiment beaucoup si vous aimez les styles de jeu parce que de gestion de ressources puis de placement d'ouvriers, parce qu'il y a une petite twist cool qui est la twist qu'on a 20 ouvriers plutôt que d'en avoir juste 4-5. Fait que si on est capable de faire des gros combos, c'est très le fun. Joue bien en solo.
aussi. Fait que Architects of the West Kingdom, mon numéro 2. Ça n'a pas été trop J'ai hâte de recevoir ma copie pour rejouer. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de continuer à expérimenter ce jeu-là. Et d'ailleurs, en tout cas pour nous autres ici au Canada, il vient de sortir en français également. Ouais. Fait qu'il est disponible en français. Ouais, parce que même en anglais, il est backorder quasiment partout. Oui, mais aussitôt qu'il arrivait, il y en avait La première batch s'est vendue vite. Fait que, effectivement, fait que c'est une. Puis je pense que c'est Renegade Games qui le publie en plus. En Amérique. Ici, en Amérique, en anglais. Là, fait que c'est Renegade. Voilà. C'était le nom que j'avais besoin qu'il soit associé au jeu pour que je le prenne. Et ils ont eu raison. Et là, on est rendu, mesdames et messieurs, au numéro 1. Ma plus grande surprise de l'année, Martin. C'est quoi ta plus grande surprise? Keyforge. Oh, Keyforge. Keyforge, le jeu au deck unique. Hey, un deck unique qui fonctionne bien cette fois-ci. J'étais là, c'est quoi ce concept-là? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, tout le monde était très sceptique de ce jeu-là. Mais en plus, moi, j'étais un joueur de Magic, puis une des choses que j'aimais le plus à jouer à Magic, c'était de faire mon deck. Ouais. Là, tu m'enlèves le plaisir de faire mon deck. Je comprends le principe derrière ça que, bon, on vit dans une société où les gens ont moins de temps. Donc, d'avoir quelque chose de clé en main, c'est peut-être un bon timing aujourd'hui, en 2018, versus en 1998, quand je jouais à Magic, on avait peut-être plus de temps, puis les connexions Internet étaient moins rapides. Oui, oui. Mais, puis Keyforge, le pire, c'est que je l'ai essayé pour la première fois dans un événement. Je l'ai essayé avec Martin Montreuil, on a joué une partie. Je me suis fait démolir. Je pense que c'était les decks de tutoriel. Là. Ouais. Là, j'étais comme, c'est tellement débalancé, c'est n'importe quoi. Je sais, tu m'en avais parlé en plus. Là, après, j'ai acheté mes decks. J'ai joué ma deuxième partie. Même affaire. Je me suis fait dévisser. Ou j'ai dévissé l'autre. En tout cas, une partie vraiment one-way. Là, où l'autre a gagné 3 clés contre 0. Puis là, j'étais comme, encore une partie one-way. Puis là, après, j'ai rejoué au moins une dizaine de parties après qui ont toutes été serrées. Mm-hmm. Et quand tu as des parties serrées, dont j'en ai joué quelques-unes avec toi, justement, quand tu as des parties serrées, c'est vraiment hot comme expérience. Puis le côté de justement j'ouvre un deck, je le connais vraiment pas, puis je vais juste jouer avec, puis je vais apprendre à le découvrir. Je trouve ça le fun comme feeling de dire, OK, je m'achète un deck. Tu as toujours le petit feeling d'excitation de dire, OK, qu'est-ce que je vais pogner comme carte. Puis là, tu l'ouvres, tu le regardes un peu, tu le mélanges, tu le mets sur la table, puis tu joues. Ouais, le plaisir que tu as à découvrir et à jouer à ce jeu-là, ça m'a vraiment surpris. Ça enlève, on dirait, aussi le petit stress qu'on a de dire, tu sais, quand tu deck build, tu sais, faudrait que je deck build un petit peu, tu sais, faudrait que j'améliore mon deck, mais j'ai pas le temps parce que j'aimerais ça jouer. Puis je trouve que ça enlève cette pression qu'on avait de dire, regarde, tu l'ouvres ton paquet, tu joues that's it. Puis comme tu dis, même quand tu ouvres un paquet, tu pourrais même pas le regarder, puis tu le découvres au fur et à mesure, mais tu sais que c'est comme ça. Le jeu, il joue comme ça. T'as pas besoin de faire du deck building, puis l'interaction des cartes est vraiment le fun aussi. Ça fonctionne bien. Plus tu joues avec ton deck, tu découvres des synergies que tu n'avais pas pensé ou que tu n'avais pas vu la première fois. OK, ben ce carte-là, ça marche vraiment bien ensemble. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu connais ton deck, fait que là, tu essaies de faire rouler plus ta main pour que justement tes combos puissent revenir. Puis, j'ai bien aimé Keyforge. Je pensais pas l'aimer autant que ça, finalement. Ça fonctionne très bien. Puis ce qui est cool aussi, c'est que tu n'attaques pas l'autre. Le but, c'est que tu fasses des clés. Fait que ça aussi, je trouve que ça change aussi la dynamique. Ça change la stratégie il a beau contrôler le battlefield, tu peux quand même réussir à jouer des cartes qui génèrent un paquet d'angles puis changer des clés pareilles, puis tu peux quand même réussir à gagner. Il y a des decks qui ont vraiment pas beaucoup de créatures puis qui sont axés sur carrément d'autres choses. Oui, fait que t'as raison, ça fait changement. Effectivement. Est-ce que ça va durer? Est-ce que tu penses que Keyforge ils vont sûrement annoncer une extension bientôt avec il va sûrement avoir 1 000 autres possibilités? Là. Deuxième vague en 2019, c'est sûr. Parce que moi j'ai aussi, là, je l'ai pas mis dans mes surprises, mais j'aurais facilement. Je dirais que c'est mon numéro 4. Je m'attendais pas à aimer ça non plus. Puis je pense on a joué dans le temps des fêtes, on a joué souvent toi puis moi. J'ai joué avec Hélène, j'ai joué avec Nathan. C'est un jeu qui est facile à expliquer, ça joue facilement bien. C'est très cool, Keyforge. C'est un bon choix. Merci. Oui, ça fait plaisir. Et toi, ton numéro 1? Ben, moi, mon numéro 1, écoute, c'est un jeu que tu as joué au LAL, puis que tu m'as parlé, puis à un moment donné, j'ai fait comme,
je vais l'essayer, ça a l'air cool. Puis finalement, je suis tombé en amour avec tout cet aspect de ce jeu-là. C'est un des jeux que j'ai joué le plus souvent en 2018. Puis ça, je l'ai eu en décembre. Là. Ça fait juste à dire que j'ai joué beaucoup, beaucoup en décembre. C'est Teotihuacan City of Gods, qui pourrait facilement... j'ai déjà fait mon top 25 des meilleurs jeux de 2018, là. Qui est Arkham Horror 3e édition. Mais Teotihuacan, quand j'ai fait la liste, j'avais pas encore joué. Puis probablement que Teotihuacan aurait été facilement dans mon top 5. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je peux pas vous expliquer exactement pourquoi, mais moi j'aime ça quand on voit. J'aime ça quand on construit sur un plateau, puis là on construit une pyramide. J'aime ça quand on a des pistes. T'avances un petit peu, là, ça te donne des ressources. Des petits bonus. Des petits bonus. T'avances la piste bleue, là, ça va te donner des cacao, ça va te donner des ressources de plus. Puis c'est un jeu que il faut quand même que tu optimises beaucoup de ta gestion de ressources parce que t'as pas tant de ressources que ça. Puis tes travailleurs, faut que tu les traverses, faut que tu les promènes autour d'un plateau. Puis il faut vraiment que tu réfléchisses à comment tu vas les amener sur ce plateau-là, parce que dépendamment où il est, dépendamment de la force qu'ils ont, c'est un certain nombre de ressources qu'ils vont avoir. Plus tu as de travailleurs, plus tu vas avoir de ressources, mais en même temps, ils sont tous collés ensemble. Fait que là, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à penser. Puis ça va-tu me coûter trop de cacao si je vais à telle place? Oui, parce que tu as le mécanisme de si les autres sont déjà sur place, il faut que tu payes des cacaos selon le nombre de couleurs qu'il y a de présent sur la tuile. Le solo, il est incroyablement trop difficile, mais il est le fun à jouer. Même si je me fais battre comme un vulgaire, comme d'habitude finalement. Mais même si je me fais vraiment... C'est David Curti qui l'a fait? C'est David Turgzi encore. En fait, c'est lui, je pense, qui a fait tous les solos de l'année. Il a fait ça, Cerebria, c'est lui qui a fait aussi... Dice Settler, je pense. Dice Settler. Non, Dice Settler, c'est lui qui a fait le jeu. Ouais, il a fait le jeu, mais c'est lui aussi qui a designé le solo, évidemment. Puis il me semble que j'en ai vu un autre que c'est lui qui l'avait fait aussi. Puis il avait fait Anachronie l'année passée. Il avait fait Anachronie, oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est un master du solo. Mais quel magnifique jeu. Puis là, je vous parle du solo, mais j'ai joué avec toi, d'ailleurs, et j'ai joué aussi avec Hélène. J'ai joué avec mon ami Stéphane. J'ai joué à ce jeu-là. Puis je pense que j'ai fini par me développer une stratégie cool. Qui fait en sorte que je pense que tu m'as battu pareil par 40 000 points. Mais il reste que j'ai du plaisir à jouer à ce jeu-là. Il y a beaucoup de variétés aussi au niveau des tuiles. Si on est tanné, on peut même mettre les tuiles qui sont imprimées sur le plateau. On a des tuiles qu'on peut mettre par-dessus pour rendre ça encore plus aléatoire. Cool jeu. Teotihuacan, City of Gods. C'est deux beaux gros pouces en l'air, puis je perds ma voix. Je trouve que plus tu rejoues à ce jeu-là, puis plus tu l'apprécies. Moi aussi, je l'ai essayé au LAL pour la première fois. Après ça, j'ai rejoué avec toi. Là, je l'ai acheté. J'ai rejoué avec LP. On dirait plus je rejoue, plus je l'apprécie, plus c'est fluide, plus c'est le fun. C'est vraiment un très, très bon jeu de stratégie. C'est quand même rapide. Voyons, ça à deux, je pense, ça nous a pris comme une heure et quart. Ouais, c'est ça, c'est rapide. Ça joue quand même très bien. Puis je pense que même si on joue à plusieurs, ça va être un petit peu plus long évidemment, mais c'est pas un jeu qui va durer 2h30, 3h. Là. Je pense que ça peut quand même se faire assez rapidement. C'est une longue mise en place par contre, puis c'est un long ramassage parce qu'il y a beaucoup de petites tuiles et de petites choses, mais ça vient avec un jeu de ce style-là. L'iconographie, elle est excellente dans ce jeu-là, je trouve. Cerebria, il aurait dû aller voir eux autres pour que ce soit plus clair, mais bon. Bref, il y a du stock sur le plateau, mais je trouve que tout est bien aéré, bien espacé. Toutes les informations sont pertinentes et sont faciles à déchiffrer. Exact, ça se comprend très bien. Bon, le thème, il y en a qui ne trippent pas sur le thème, il y en a aussi qui ne trippent pas nécessairement sur le plateau. Moi, je l'aime, le plateau, je le trouve beau. Il y a des petits bonhommes qui se promènent partout en plus. Là. C'est comme des temples. Là. Fait que c'est ma belle surprise pour l'année, un de mes jeux préférés également de 2018. Un excellent choix, Martin. Ben, merci beaucoup, David. C'est très, très gentil de ta part. C'est beau ces transitions-là. Hein? Ça fait professionnel. On dirait une émission de télé. Écoute, là, en passant, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on entend beaucoup mieux David, parce qu'il est aussi rendu avec un Blue Yeti, mesdames et messieurs. 2019 nous amène ici notre lot maintenant. Et là, bientôt, on va être branché sur la fibre optique. Ça va être incroyable. Bon, on verra rendu jusque-là, mais là, en plus, moi, j'ai découvert un autre petit élément de mon programme qui nous permet de faire des belles petites transitions
Hein, on essaie d'améliorer. On est rendu, je ne sais plus combienième épisode là, de notre vidcast. Faudrait que je l'écrive. Ça fait 1 an et demi, je pense, qu'on fait ça. Ouais, ça fait. En tout cas, on n'a pas manqué un mois, je peux vous le dire. On n'en a pas manqué un. Fait que voilà, ben écoute, on va arrêter ça là, je pense. Oui, la demi-heure est finie. Ouais, notre demi-heure est terminée. C'est une demi-heure toujours très québécoise. Hein. On le rappelle. Très étiré. C'est très étiré, mais qu'est-ce que tu veux, on aime ça parler de jeu. Fait que, ben écoutez, le mois de février s'en vient. Si vous avez des suggestions à nous offrir par rapport à peut-être un thème, vous avez juste à nous laisser vos commentaires, comme d'habitude, quelles ont été vos déceptions de 2018, peut-être aussi vos surprises. Quel jeu avez-vous joué dernièrement? Si ça vous tente de nous en parler, ben laissez-nous ça dans les commentaires et puis nous allons suivre ça et vous regardez, vous répondre. Si vous avez des suggestions pour un thème pour le mois de février, eh bien, gênez-vous pas. On aime ça d'avoir des suggestions. Des fois, on cherche comme ça. Puis là, le mois de février, c'est comme le mois plate de l'année. Tu sais, on est comme, il n'y a pas tant de nouveaux jeux qui sortent. Il n'y a pas de journée fériée. Il n'y a pas de journée fériée, puis il n'y a pas de grande convention, malgré qu'il y a Cannes, je pense, au mois de février. Il y a Cannes à la fin février. Fin février, fait que, en tout cas, là, c'est comme si vous avez des suggestions d'un top, quelque chose, on aimerait ça vous entendre. Fait que c'est ça. Fait que David, oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, encore une fois. Fait que, écoutez, abonnez-vous à nos 2 chaînes, Professeur Board Game, qui est écrit ici en dessous, puis l'autre barre, c'est Zone Jeux de Société. Allez voir nos Facebook, nos Instagram et nos Patreon. Oh oui! On a encouragé Martin là, sur son Patreon. Oui, et David aussi. Hein? Donc, 2 Patreon pour pouvoir nous aider si ça vous tente à améliorer notre qualité de chaîne. Plein d'autres choses qu'on veut faire avec ça. Allez voir mon commanditaire, Le Valet de Cœur, au www.levalet.com. Et puis toi, David? C'est Univers Ludo, universludo.ca. Puis d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, bien, amusez-vous avec vos jeux de société et on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde, continue de gamer. Hey, salut là. Bon, au mois de février, il va faire moins fête.